décrit souvent l'Italie comme l'homme malade de l'Europe. Avec la Grèce, c'est le seul pays de la zone euro qui est plus pauvre aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 20 ans. En moyenne, chaque citoyen italien a perdu 73 000 € depuis 1999. Pourtant, dans les années 90, l'Italie était l'une des principales puissances économiques européennes. Même qu'en 1992, les Italiens étaient plus riches que les Britanniques. Milan était la capitale incontestée de la mode et les voitures Fiat dominaient le marché de l'auto. Dans les années 90, l'économie italienne a augmenté de 38% alors qu'au cours des 10 dernières années, elle n'a augmenté que de 2,5%. Et la dette publique. L'Italie est la 5e économie la plus endettée au monde. La dette italienne pèse le double du PIB total d'un pays comme le Brésil. Quel que soit le classement, l'Italie est l'antithèse parfaite de la Suède. Partout où la Suède réussit, l'économie ou l'éducation, l'Italie arrive en queue du classement. Et on vous parle d'avant la pandémie. Après, ça s'est pas arrangé. L'Italie a été le premier pays européen à signaler des cas de coronavirus en dehors de la Chine. Il a également été l'un des plus touchés au début de la crise. Et comme un ennui n'arrive jamais seul, La reprise post-pandémique de l'Italie est menacée par la crise politique. De quelle crise politique parle-t-on? Ce que le reste du monde considère comme une crise politique, c'est un jour comme un autre en Italie. Si son économie est un désastre, c'est surtout à cause de son élite politique, complètement schizophrène. Un exemple, le processus normal dans toute démocratie, c'est un candidat qui remporte les élections et qui gouverne ensuite pendant 4 ou 5 ans. Il peut arriver que des motions de censure ou des élections anticipées aient lieu, mais c'est assez inhabituel. L'Italie, c'est le contraire. Il est presque impossible pour un Premier ministre italien d'arriver au terme de son mandat. La durée de vie moyenne d'un gouvernement en Italie est de 2 ans. Les Italiens ont eu 7 premiers ministres différents les 10 dernières années. Et c'est pas le travail qui manque. Si l'on additionne tous les membres du Parlement et du Sénat, on obtient 951 parlementaires. L'Italie compte plus de parlementaires que les États-Unis ou l'Union européenne. Aujourd'hui, on va vous parler de Mario Draghi, le Premier ministre italien. Mario Draghi a prêté serment en tant que Premier ministre samedi pour diriger un gouvernement d'union nationale. Mario Draghi, c'est un homme à part. C'est l'ancien président de la Banque centrale européenne et ça met en confiance. La BCE est prête à tout pour préserver l'euro. Et croyez-moi, ce sera suffisant. Quelques jours seulement après cette annonce, l'Europe a réglé la crise de la dette. Rien que ça. Alors sans entrer forcément dans le pourquoi du comment, on le fera dans une autre vidéo, Mario Draghi incarne cette prouesse européenne. Mario Draghi a littéralement sauvé la zone euro. Alors est-ce qu'il arrivera à recoller les morceaux de l'économie italienne? Un retour en arrière s'impose. Les années dorées. L'âge d'or de l'Italie. Les citoyens étaient aussi riches que les Français et les Allemands. Ils investissaient massivement en Europe de l'Est. Des villes comme Prague comptent de très nombreux immeubles appartenant à des Italiens. Comment expliquer cette richesse d'alors? La lira italienne était une monnaie très faible par rapport au dollar américain. La monnaie était continuellement dévalorisée. Par exemple, en 1976, un dollar valait 850 lire. 14 ans plus tard, il en valait plus de 2000. Alors quel impact sur la croissance? Imaginez un commerçant de textile italien exportant aux États-Unis. Si la lire se déprécie, le fabricant reçoit plus de lire pour le même montant en dollars. Il peut alors baisser le prix en dollars et être plus compétitif. Normalement, dévaluer la monnaie permet d'augmenter les exportations d'un pays sur le court terme. Alors quels sont les inconvénients de la dévaluation? Ce même fabricant de vêtements n'a aucune incitation à investir sur le long terme. Par exemple, toute machine achetée à l'étranger lui reviendra plus cher que pour ses concurrents. La conclusion, l'Italie est devenue l'usine à bas coût de l'Europe. Des années 70 jusqu'aux années 90, les marchés mondiaux étaient inondés de produits italiens à bas prix. Ils ont fait du slogan « le même mais moins cher », le leur. Alors, où est-ce qu'ils se sont plantés? C'est facile d'être la Chine de l'Europe quand la Chine n'est pas encore dans le paysage. Mais tout a basculé en 2001. La Chine rejoint enfin l'OMC. Du jour au lendemain, les bibelots italiens ont dû rivaliser avec les bibelots chinois. Si votre principal avantage concurrentiel c'est le prix, alors bonne chance pour concurrencer les Chinois. Donc, quelle solution à portée de main pour l'Italie? Continuer à dévaluer la lire? Pas cette fois. Pour cette raison. Europe also has a common currency,
The euro, our money. Et en un instant, l'Italie a perdu son avantage concurrentiel. Le pays n'a jamais pu se remettre sur pied. Que faire? Sortir de l'euro? On pencherait plutôt pour la question suivante. Est-il possible pour l'Italie d'être compétitive sans manipuler sa monnaie? L'innovation, par exemple. Pourquoi l'Italie n'innove-t-elle pas? En Europe, l'investissement moyen dans la recherche et le développement est de 2,13% du PIB. L'Italie, seulement 1,29%. Dans tous les classements R&D, l'Italie est le pays le moins performant. Comment on explique ça? La bureaucratie est souveraine. Deux professions abondent en Italie, les politiciens et les fonctionnaires. Et le fonctionnariat en Italie, c'est un statut privilégié. Selon le FMI, les fonctionnaires italiens gagnent 20% de plus que leurs homologues dans le privé. De fait, ils gagnent pratiquement autant que leurs homologues allemands, alors que l'Allemagne est un pays nettement plus riche que l'Italie. Et il est pratiquement impossible de les licencier. Les fonctionnaires sont si privilégiés que la grogne populaire commence à monter, surtout après le début de la crise sanitaire. Les Italiens visent la bourgeoisie bureaucratique. Mais c'est pas la paye le principal problème, c'est leur efficacité. La sécurité à toute épreuve de leur emploi n'est pas un facteur de motivation. L'Italie sombre dans le gouffre de l'incompétitivité. Imaginez une entreprise au Danemark et qu'un client ne règle pas une facture. L'affaire sera réglée au tribunal en un peu moins d'un an en moyenne. En Italie, la même procédure prendrait 3 ans. Toute procédure en Italie prend 2 ou 3 fois plus de temps que dans tout autre pays européen. Du paiement des impôts à la création d'une entreprise. Non seulement la bureaucratie est particulièrement inefficace en Italie, elle est partout. On va vous partager une expérience personnelle. Il y a quelques années, on avait une Italienne dans l'équipe. Elle réalisait des documentaires. Cette personne voulait aussi travailler avec des grands journaux italiens tels que Corriere della Sera ou Liberazione. Pour travailler comme journaliste en Italie, il faut un permis. Vous devez obtenir votre carte de presse. Pour l'obtenir, il faut prouver une expérience préalable en tant que journaliste. Peu importe les preuves de son passage dans notre boîte, les autorités italiennes n'ont pas reconnu son expérience. YouTube? Depuis quand YouTube c'est un média? Il existe un règlement détaillant toutes les étapes à respecter pour ouvrir un média. D'ailleurs, les journaux italiens ne sont pas exactement des références internationales. On a tous entendu parler à un moment ou à un autre de la Stampa ou la Repubblica. Mais de là à parler de visibilité internationale... Conclusion. En Italie, il est très difficile de créer une petite entreprise, d'innover et de croître. La bureaucratie est devenue un obstacle qui pousse de nombreuses entreprises vers l'économie informelle. L'Allemagne compte des milliers d'entreprises de taille moyenne, parmi lesquelles nombreuses sont les meilleures dans leur niche. Le tissu industriel italien, ce sont deux types de groupes. Les grands groupes comme Fiat ou le géant de l'énergie Eni, qui sont de moins en moins compétitifs, et les micro-entreprises familiales. L'économie italienne est en chute libre depuis des décennies. Puis, le coup de grâce, le coronavirus. Alors il est temps de se retrousser les manches. Que va faire le Premier ministre Mario Draghi? Un nouveau plan Marshall. Mario Draghi a été président de la Banque Centrale Européenne de 2012 à 2019. Son œuvre principale, il a sauvé l'euro en procédant à l'achat massif de dettes souveraines. Ensuite, il a injecté des liquidités dans les banques. On se souviendra surtout de lui pour cette déclaration. Aujourd'hui, nous avons, comme les gouvernements de l'après-guerre, la possibilité, ou plutôt la responsabilité, d'entamer une nouvelle reconstruction. Il parle de quoi là? Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont envoyé d'énormes sommes d'argent à la France et au Royaume-Uni, mais aussi à l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, et l'Italie pour aider à la reconstruction de l'Europe. Ils avaient appelé ça le plan Marshall. À l'époque, un autre plan, Morgenthau, avait été élaboré, mais il n'a pas été retenu car on craignait qu'il ne produise un résultat inverse aux effets escomptés, comme après la Première Guerre mondiale. Retour au présent. En 2021, on parle d'un nouveau plan Marshall. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les États-Unis qui viennent à la rescousse, mais l'Union européenne. Alors, que va faire Mario Draghi de toute cette aide financière mise à disposition? Le Parlement italien a approuvé le plan de relance de Draghi. Le plan, c'est plus de 222 milliards d'euros. C'est 13% du PIB de l'Italie. Presque tout cet argent va servir à la construction d'infrastructures, principalement dans le sud. On parle de modernisation des réseaux ferrés, des routes, etc. Mais pas seulement. Le problème de l'Italie, c'est pas le vieillissement de ses infrastructures de transport. Le problème de l'Italie, et le nôtre en quelque sorte, c'est la taille et le fonctionnement de son État. Et c'est pourquoi Draghi a proposé une solution particulièrement hardie. Il propose de licencier près d'un tiers de ses collègues. Les Italiens ont voté lors d'un référendum pour réduire la taille du Parlement du pays de plus d'un tiers.
Ça peut faire penser à du populisme et Draghi ne peut pas réellement réclamer la paternité d'une telle mesure. Les tractations étaient bien plus anciennes. Mais pour vous replacer le contexte, l'Italie est le pays avec le plus de députés et de sénateurs derrière le Royaume-Uni et la Chine. À titre de comparaison, la France, avec 67 millions d'habitants, a un parlement de 577 députés. L'Italie, avec 60 millions d'habitants, a un parlement de 630 députés. En réduisant le nombre de députés, l'Italie peut espérer économiser jusqu'à 1 milliard d'euros sur 10 ans. Mais l'argument financier n'est pas le plus convaincant. Avec un nombre réduit de députés, on peut penser qu'il sera désormais plus facile de parvenir à un consensus durant les votes. Et puis, avec une durée moyenne par Premier ministre de 2,5 ans en Italie, peut-être que Mario Draghi arrivera au terme de son mandat. Dans n'importe quel autre pays, ce qu'on appelle une crise politique ou un impeachment, c'est business as usual en Italie. De toute évidence, il est temps de changer la structure politique du pays. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Le temps nous le dira. Mais le projet de Draghi ne s'arrête pas là. Il veut baisser les impôts et surtout réduire le poids de la bureaucratie dans le quotidien. Ce plan vise aussi à moderniser l'administration publique, notamment en réduisant de 40% la durée des procès civils et de 25% des procès pénaux. Il permettrait de favoriser la concurrence et de mettre fin aux pratiques monopolistiques. Pour le moment, ça a l'air de marcher. Le taux d'approbation de Mario Draghi sur ses 100 premiers jours est de plus de 50%. Et c'est plutôt un bon résultat en Italie. Depuis, il a baissé à 47%. Belle trajectoire. Grâce à lui, la campagne de vaccination s'est accélérée. 75% de la population italienne est déjà entièrement vaccinée. Mais la partie la plus difficile de son mandat est encore à venir. Le détricotage bureaucratique dans un pays où on compte des millions de fonctionnaires avec des statuts privilégiés risque de susciter quelques protestations. Maintenant, à votre tour, à votre avis, Mario Draghi mettra-t-il un terme à l'inefficacité de la bureaucratie italienne? L'Italie arrivera-t-elle donc à remonter la pente? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. On espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour la prochaine.